Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. Aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'être avec Pierre Rabhi. Bonjour Pierre Rabhi. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Donc Pierre Rabhi, vous êtes penseur, philosophe, vous êtes paysan, conférencier, écrivain. Vous avez écrit une bonne dizaine de livres. Vous donnez des conférences un petit peu partout aujourd'hui. Et on vient vous voir de très loin. Par rapport à votre parcours qui est assez extraordinaire et à l'impact que tout cela pourrait avoir en fait sur le monde aujourd'hui et on espère aussi demain. L'être humain étant conscient, j'en doute absolument. D'une certaine manière. Donc aujourd'hui, c'est prendre conscience de notre inconscient. Ouais. C'est vraiment là, mais l'être humain a une spécificité, c'est qu'il va mourir. Et qu'il a donc un temps déterminé dans cette réalité. Alors, bio-entrepreneur, c'est comment accompagner les entrepreneurs dans la transition verte de leur entreprise, c'est-à-dire comment transformer une entreprise existante pour qu'elle réponde mieux aux enjeux de demain, pour préserver la nature, préserver les hommes aussi, et mettre finalement l'homme et la nature au cœur du système et pas l'inverse. Alors, j'en viens à une première question. Qu'est-ce que, de votre point de vue, ce serait un entrepreneur et entreprendre ? Alors, il y a quand même une petite introduction à faire, c'est que nous sommes ici dans un lieu que nous habitons depuis 50 ans par choix. Nous étions à Paris, moi je suis originaire du désert, j'ai rencontré Michel à Paris dans la même entreprise, et comme je m'intéressais beaucoup aux philosophes, Ouais. c'est-à-dire en fait c'était se poser des questions sur qu'est-ce que la vie. C'est la moindre des choses. En y vivant, la vie c'est quoi? Donc ça m'a amené évidemment à pratiquer beaucoup les philosophes. Je me suis rendu compte que finalement il n'y a pas unanimité sur la façon dont on conçoit la vie et le monde, et que les philosophes ne sont pas forcément d'accord. Il y a une multitude de philosophies, c'est-à-dire qu'on est dans des points de vue différents, voire divergents, mais en fait, qui a raison? Comme il n'y a pas de consensus, on se dit, bon, il peut y avoir des consensus sur certains éléments, mais globalement, sur penser la vie et ce que signifie la vie, qu'est-ce que nous faisons sur cette planète, comment, etc. Le sens de la vie en général. Il n'y a pas de réponse unanime. Et la seule réponse que j'ai retenue, au bout d'un certain temps, c'est celle de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais. Voilà. Et je pense que tout le monde peut se l'appliquer. À partir de là, bon, on ne sait rien. Pourquoi je suis né dans le désert et que je suis venu vivre en France et que j'ai là rencontré Michel et que nous avons décidé d'un retour à la Terre. Bon. La décision, on peut la clarifier, puisque j'ai dit tout à l'heure, c'est une espèce de désapprobation profonde qui est née du fait que l'être humain, c'est à peu près 1 minute et demie à 2 minutes sur 24 heures, et que quand il est arrivé Sur l'échelle de l'avènement, sur l'échelle de du temps, ce qu'on donne du temps planétaire. Voilà. Bon, voilà. Donc il est arrivé tout récemment, et à partir de ce moment-là, il a déterminé les choses à sa convenance. Nous avons commis un ouvrage avec mon ami Jean-Marie Pelt qui vient de nous quitter. Ouais. C'était Le monde a-t-il un sens? On partait sur l'idée, le monde a-t-il un sens? Bon, il a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur Terre. Ce qu'il a mis en évidence, c'est que tout a été basé sur l'associativité, la coopération. Associativité, coopération. Et quand l'être humain est arrivé, donc aucune dualité. En termes de... Je dis souvent, même quand un lion mange une antilope, le pauvre vieux, il faut bien qu'il vive. Ouais. La nature l'a fait comme ça, mais enfin, il n'a pas de banque d'antilopes, ni de dépôt d'antilopes, d'entrepôt pour vendre aux autres. Ouais. Donc la vie se donne à la vie. Ça, c'est la loi générale de la vie qui se donne à la vie pour que la vie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, etc. D'accord. Donc voilà la logique telle qu'elle a été établie, dans laquelle nous sommes insérés. Mais en nous insérant dans cette logique-là, nous avons amené la dualité. Moi, je serais un animal, je serais presque vexé quand on me compare à un être humain, par moment.
Parce que c'est horrible. Nous détruisons, nous tuons pas pour des idées, pour des choses inutiles, nous détruisons pour tout. Nous sommes aujourd'hui dans une situation très paradoxale. Nous sommes un peu dépités parce que finalement, le bonheur escompté par la technologie et le progrès n'est pas rendez-vous. C'est vraiment ça le socle de toute votre aventure, en fait. Oui. Et finalement de votre penchant pour entreprendre. Oui, alors Je ne l'entreprise. sais pas si on peut le dire comme ça, mais... Oui, disons que nous avons entrepris. Ouais. Nous avons entrepris, si on va au sens simple et logique des choses, nous étions en ville, en Paris, on avait un boulot, on travaillait dans une entreprise nous-mêmes. Ouais. On était donc des sujets de l'entreprise. Elle ne nous appartenait pas, mais on était les sujets de l'entreprise. Et donc les serviteurs de l'entreprise. Et au moment, on a dit, l'entreprise c'est quoi, ça mène à quoi, vers quoi. Et finalement, ce qui est apparu, c'est que l'entreprise, surtout la grande entreprise, pour moi, je l'ai vécu véritablement comme une terrible aliénation. Tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, on y va dans sa caisse, puis on a la boîte où on vient les vieux, et puis en attendant la dernière boîte. Et tout ça est jalonné d'entreprise. Celui qui crée une boîte, il est entrepreneur aussi. Et tout le monde est entrepreneur dans l'itinéraire de ces choses-là. C'est déjà une manière de s'enfermer effectivement dans une petite boîte, quoi. C'est une manière de restreindre en quelque sorte le champ extraordinaire de la vie. Et là, on écoute les cigales. Moi, les gens me disent, je suis milliardaire. Évidemment, c'est pas en argent que je suis milliardaire, monsieur, mais je suis milliardaire en offrande de la vie. Quand vous vous réveillez, vous écoutez les cigales, vous avez un beau paysage, que vous avez... Mais c'est né d'une entreprise. C'est né d'une entreprise. Ça venu comme ça, ça ne nous a pas été amené sur un plateau. En plus, ni l'un ni l'autre, nous sommes fortunés, mais rien du tout. Il a fallu bien qu'on le fasse que cette entreprise que nous avons engagée, c'est une entreprise. Mais cette entreprise, elle n'a pas pour finalité un bilan économique, bien sûr. Il fallait survivre. Voilà, mais... il fallait bien survivre. C'est pas le rêve un peu 60 plus tard du retour au bon sauvage ou je sais pas quoi. Non, une réelle entreprise qui a nécessité de l'apprentissage, du sérieux, qui a nécessité de la rationalité, que jamais on n'a, qui a nécessité du plat, des énergies, des emprunts, la montée dans le système, l'investissement. Donc c'était une réelle entreprise, mais dont la finalité n'était pas d'augmenter les bénéfices de l'entreprise. On a même choisi la sobriété. Il s'agit de créer une entreprise qui nous amène qui répond à la prospérité, qui répond à nos besoins, mais du bonheur, avec en évitant le piège de celui du toujours plus. D'accord. C'est toujours plus qui s'inscrit aujourd'hui dans ce qu'on appelle la croissance économique indéfinie, et qui aboutit à cette horreur où la planète est vue comme un gisement de ressources faut épuiser. Voilà. Tout ça, c'est de l'entreprise. Quand vous touchez la limite, comment est-ce que vous savez que vous y êtes je pense qu'il y a plein de moments où vous dites, là j'y suis, donc je reviens un petit peu en arrière, mais en tout cas, je reste là où j'étais. Alors, la question est bonne parce qu'il y a un indice. C'est-à-dire que ici, nous avons examiné le lieu et nous nous sommes dit, évidemment, ça faisait un moment que j'étais en réaction contre l'agriculture moderne, avec la chimie de synthèse, l'empoisonnement des sols, toutes ces choses-là. J'ai longtemps que je suis en réaction parce qu'on détruit le patrimoine vital. La terre, c'est quand même ce qui fait vivre les gens. Alors, ça nous amène une question sur l'entreprise au sens un peu plus large, pas seulement agricole. Est-ce que le fait de penser l'homme et la nature au centre du système, au centre de
j'aime bien dire l'ADN de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est adaptable à n'importe quel type d'entreprise? C'est pas une question facile. Non, fondamentalement, il faut l'homme et la nature sont ensemble. L'être humain et la nature. Mais un être humain responsable et non pas un être humain prédateur. Évidemment. Si c'est un être humain responsable, il est responsable de la vie. Il est responsable de la vie pour lui-même et pour les générations qui viennent. Il est en train de travailler sur les chemins. 75% du chemin. C'est le fait d'entreprise. Aussi, on disparaît. C'est avec ces semences que chaque génération se transmettait de génération à génération comme le patrimoine vital de l'ensemble de l'humanité depuis 10 à 12 000 ans. Aujourd'hui, c'est disparu à raison de 75%. On place les OGM, on place toutes les chimères de trucs criminels, littéralement criminels. Voilà. Et les concitoyens, ils utilisent très quoi. Ce qui est vraiment extraordinaire d'un point de vue, encore une fois, entrepreneurial classique, c'est qu'il y a toute une dimension à la valeur que ce genre d'entreprise apporte, en fait, qui n'est pas comptable, qu'on ne peut pas quantifier, et qui est extraordinairement puissante, en fait. Oui. Ne serait-ce que de rendre la vie à une zone désertique, sans parler de tout ce que ça peut créer comme vie au niveau humain, de biodiversité, etc. Non, mais c'est une merveille. Est-ce qu'on va continuer à, d'un côté, le même système, produire des chômeurs, des choses à vendre, en même temps que des gens qui ne peuvent pas acheter? Je ne vois pas la logique. L'organisation des entreprises devrait être faite sur comment répondre aux vrais métiers, et pas au superflu. Parce que, à force de vouloir du superflu, eh bien, on grève. Il y a des entreprises qui ne peuvent plus vivre sans produire du superflu. De rupture mentale, la nature ennemie a fait que nous avons oublié que nous sommes chair vient de la terre, le souffle, s'il n'y a pas d'air, je ne dis pas, et je suis de l'air aussi, j'ai besoin de l'air, j'ai besoin de tout ça. Donc, ce qui fait qu'il y a toute une approche erronée de toujours l'homme installé comme patron de tout et libre de faire de tout. Ça, c'est la première entreprise. Ensuite, on fait ceci, on fait cela. Peu importe, on fait ceci, on fait cela pour répondre à des nécessités, à des besoins. La plus grande entreprise aujourd'hui que l'humanité doit engager, c'est de prendre conscience de son inconscient. Tant qu'elle n'a pas entrepris cela, on continuera à rafistoler le système dans un bateau dont on sait la formule de Fournier est très juste, on sait pas où on va, mais on y va. Si on se projette un petit peu dans l'avenir, en imaginant que on trouve moyen de créer le socle vertueux, on aurait une nouvelle génération d'entrepreneurs, à quoi ressemblerait, et d'hommes en général, et de femmes, à quoi ressemblerait le succès dans ce modèle-là? On crée un être humain insatiable, donc il faut redéfinir vraiment à quoi sert l'entreprise. Est-ce qu'elle sert vraiment à répondre aux nécessités des êtres humains, et j'inclus aussi les animaux, ou est-ce qu'elle répond aux fantasmes?